Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver, comme vous pouvez le voir, dans le studio en Italie. Retour à Florence pour cette deuxième partie de saison que l'on va vivre ensemble et qui va être exceptionnelle. L'occasion de revenir aujourd'hui sur un grand classique de la chaîne, les rivalités des sélections nationales, épisode 4. C'est parti générique. Et je vous rappelle le principe de cette série, on analyse des rivalités des sélections nationales de football et en général ça mêle plusieurs sujets comme la géopolitique, l'histoire ou la géographie. Pour commencer cet épisode 4, on va parler d'une rivalité absolument unique, Argentine-Angleterre. Et pourquoi elle est unique cette rivalité? Eh bien parce que pour la seule fois de l'histoire de la série, on va analyser une rivalité entre deux équipes, entre deux pays qui ne sont pas du même continent. Habituellement, on a l'habitude de parler de pays voisins et de pays du même continent qui partagent parfois une histoire commune, une histoire très proche. Là, on va voir deux équipes, deux pays très distants l'un de l'autre. Cette rivalité est le fruit d'un mix entre une histoire un peu houleuse et puis des matchs de football devenus littéralement épiques. Du côté de l'histoire, il y a eu ce qu'on a appelé en 1806-1807 les invasions britanniques. Et puis au XXe siècle, l'élément dont on va parler le plus important, c'est cette guerre des Malouines en 1982. Qu'est-ce que sont les Malouines? Alors c'est un ensemble d'archipels, c'est un ensemble d'îles de l'océan Atlantique Sud qui a été et qui est encore le sujet de dispute entre l'Argentine et l'Angleterre. Chacun des deux pays tente d'imposer sa souveraineté sur ce territoire. En 1982 éclate ainsi un conflit, l'armée argentine envahit les îles, réponse britannique, la guerre est lancée, qui aboutit au statu quo, c'est-à-dire à la maîtrise des territoires par la couronne britannique. Il y a un peu plus de 900 morts, dont plus de 600 militaires argentins. Ce conflit est resté vraiment comme une tragédie dans la conscience collective argentine et le football a participé, on le verra après, à renforcer les tensions entre les deux pays et à cristalliser cette rivalité. Mais revenons avant les Malouines et avant ce qui va nous intéresser particulièrement après. Revenons quelques années avant, en 1966, lors de la Coupe du Monde en Angleterre, puisque l'Argentine est opposée aux Anglais. On est en quart de finale de Coupe du Monde et ce match est une véritable boucherie. C'est un combat âpre, il y a un nombre de fautes incalculable et puis on sent vraiment un climat de haine qui pèse sur la pelouse. Ce match va devenir littéralement, va changer indirectement l'histoire du football. Il y a un joueur argentin qui est sommé par l'arbitre de sortir du terrain pour son comportement dangereux. Mais il faut savoir qu'à l'époque, l'exclusion se faisait verbalement. Il n'y avait pas de carton. Et c'est assez incroyable, mais le joueur argentin refuse de sortir. À partir de ce moment-là, et pour les prochaines Coupes du Monde, vont être mises en place le carton rouge qui exclut un joueur qui a eu un comportement dangereux sur le terrain. Donc on part déjà sur des bases très élevées avec un match Argentine-Angleterre en 1966 qui a été très dur et puis qui a indirectement changé un peu l'histoire du football. 20 ans plus tard, les deux équipes se retrouvent une nouvelle fois en Coupe du Monde, en quart de finale. On est également 4 ans après la guerre des Malouines en 1982. C'est ce fameux Argentine-Angleterre de 1986 au Mexique. C'est devenu l'un des plus grands matchs de l'histoire du football. Vous le connaissez, je pense, certainement. Dans ce match, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est le match où Diego Maradona s'illustre avec tout son vice, mais aussi tout son génie. Il inscrit le but du 1-0, le but le plus frauduleux de l'histoire, avec cette main de Dieu, avant d'inscrire l'un des plus beaux buts de l'histoire, ce slalom exceptionnel que vous avez vu et revu sur la chaîne également. Dans un contexte politique pesant, l'Argentine s'impose 2-1. C'est la revanche de la Céleste par rapport à son match de 1966 qu'elle avait perdu face aux Anglais, mais c'est surtout la revanche du peuple argentin face aux Anglais qui les avaient battus sur le front 4 ans plus tôt dans les Malouines en 1982. Le symbole est ici immense. L'influence de Maradona, elle a été énorme dans ce match. D'abord, il a à lui tout seul terrassé les Anglais, à lui tout seul porté la revanche argentine. Et puis surtout, pour tout ce qu'il a dit autour de ce match, il n'a jamais regretté d'avoir marqué de la main. Il a d'ailleurs déclaré que s'il devait le refaire, il le referait, mais avec l'autre main. Et puis, dans les vestiaires, on a réussi à avoir des informations sur ce qu'a dit Maradona à ses coéquipiers. Aujourd'hui, on se bat pour tous les Argentins qui sont morts et aujourd'hui, on se bat pour les Malouines. Voilà ce qu'aurait dit Maradona à ses coéquipiers. C'est véritablement ce qu'on appelle la géopolitique Maradona. On en a d'ailleurs parlé sur la chaîne si vous voulez avoir une vidéo plus détaillée après son décès. Je vous mets également quelques articles en description qui ont été écrits par Kevin Vessière, fondateur du
FC Géopolitique. Voilà, c'est un sujet absolument super intéressant, donc vous irez regarder si ça vous plaît. Forcément, après ce match de 1986, il y a une immense rivalité footballistique qui va se mettre en place entre les deux pays. Les deux nations se retrouvent 12 années plus tard, en 1998, on est en France, en Coupe du Monde, et puis alors là c'est une nouvelle fois un match absolument ahurissant en huitième de finale, un match très intense, de partout à la fin du temps réglementaire. Il faut savoir qu'il y a notamment l'exclusion de David Beckham après un petit accrochage avec Diego Simeone, et ce match va une nouvelle fois se terminer sur un succès argentin au penalty. Les Anglais cherchaient leur revanche, ils ne l'ont pas eu. En tout cas, ça montre que voilà, les Argentines et Angleterre ont toujours été super serrés, très intenses, avec toujours une certaine connotation politique. En seulement 5 affrontements officiels, eh bien, ces matchs ont vraiment marqué l'histoire du football et ont fortifié une rivalité bien ancrée entre les deux pays. On enchaîne avec la deuxième rivalité du jour, une rivalité beaucoup moins médiatisée et peu connue en Europe, c'est celle entre la Macédoine et la Grèce. Alors, la Macédoine, je vais l'appeler Macédoine dans cette vidéo, mais techniquement, on est censé l'appeler depuis 2018 Macédoine du Nord. On va voir notamment que c'est le cœur du problème. Avant de parler de la rivalité entre les deux nations, on va parler un peu football. La Grèce, c'est une équipe footballistique en déclin. Elle était championne d'Europe en 2004. Elle a fait ensuite quelques beaux parcours lors de l'Euro 2012 ou la Coupe du Monde 2014. Mais puis après, c'est beaucoup plus difficile. C'est la pente descendante. Absence de l'Euro 2016, absence de la Coupe du Monde 2018, absence de l'Euro 2020. C'est d'ailleurs le seul champion d'Europe qui était absent en juin 2021. Et puis, future absence à la Coupe du Monde 2022. Donc, pente descendante pour les Grecs. À l'inverse, pour la Macédoine, c'est littéralement l'éclosion pour cette nation qui a disputé en juin 2021 le premier tournoi de son histoire avec l'Euro 2020. Et puis, dans quelques semaines, les Macédoniens vont tenter de se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça va être extrêmement difficile, mais ils joueront une demi-finale de barrage contre l'Italie. Alors, quelle est la source de la rivalité entre ces deux pays? Bien d'abord, il faut regarder la carte de l'Europe pour voir qu'on a affaire à des pays voisins déjà. La Macédoine est un pays des Balkans situé au nord de la Grèce. Elle était jusqu'en 1991 membre de la Yougoslavie. Macédoine, c'est le nom du pays à l'heure actuelle, mais c'est aussi un nom historique qui est le cœur du problème entre les deux nations. À l'époque d'Alexandre le Grand, on parlait déjà du grand royaume de Macédoine qui s'étendait au-delà des frontières actuelles des deux pays, mais c'est un royaume qui s'étendait en Macédoine du Nord actuelle et puis en Grèce. Le problème, c'est que chacun revendique la nationalité d'Alexandre le Grand. Pour les Macédoniens, c'est un Macédonien. Pour les Grecs, c'est un Grec. Voilà, il faut savoir aussi que Macédoine, c'est une région frontalière de la Grèce. Donc c'est une partie nord de la Grèce qui est frontalière à la Macédoine du Nord. Il y a eu plusieurs litiges depuis les années 90, dont le changement de drapeau en 1995 opéré par la Macédoine sur le fond de pression grecque, parce que le drapeau de la Macédoine de l'époque, vous l'avez ici, ressemblait beaucoup au drapeau de la région grecque de Macédoine. Depuis 2018, ça c'est assez intéressant à voir, la Macédoine est appelée Macédoine du Nord. C'est un changement de nom qui a été opéré après un accord entre les deux pays. Alors ça a le don d'agacer les Macédoniens qui détestent être appelés Macédoniens du Nord, surtout qu'ils ont fait beaucoup de concessions, ils se sont énormément pliés aux restrictions de la Grèce. Il faut savoir qu'ils ont changé le nom d'un aéroport, le nom notamment d'un stade de football, et justement la Grèce, avant cet accord de 2018 qu'on appelle l'accord de Prespa, la Grèce faisait pression sur la Macédoine et bloquait par exemple son entrée à l'OTAN, mais bloquait aussi sa candidature à l'Union européenne. Depuis cet accord, vraiment les relations se sont améliorées entre les deux pays, du moins entre les gouvernements, parce que entre les peuples ça reste assez tendu. Il y a une certaine amertume chez les Macédoniens d'avoir changé de nom et d'avoir fait tant de concessions à son voisin. Alors il y a très peu de football dans cette rivalité pour la simple et bonne raison qu'il n'y a jamais eu de Macédoine-Grèce. En tout cas, il n'y en a pas eu directement, mais il y a quand même eu une petite friction avant l'Euro 2021, puisque la Grèce s'était plaint du terme Macédoine écrit sur les maillots des Lions Rouges. Donc on voit encore que c'est pas un sujet qui est véritablement enterré. Mon ami Soner du compte Football Macédonien FR, je vous mettrai son lien en description, voilà, me dit que l'UEFA est sans doute contente d'éviter un affrontement entre les équipes. Alors il faut savoir que c'est pas une rencontre officiellement interdite, mais vu qu'il n'y en a pas, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais il y a de la chance pour l'UEFA de ne pas avoir organisé encore de Macédoine du Nord-Grèce. Je pense que ce serait quand même un match très tendu parce qu'il y a une certaine rivalité entre les deux populations. En tout cas, on verra dans les prochaines années si les deux équipes croiseront le fer, peut-être lors des futures qualifications pour l'Euro 2024, ça reste à voir.
Et enfin, on va terminer par une rivalité extrêmement connue chez nous que l'on m'a beaucoup conseillé sur Twitter. Je parle bien sûr de ce fameux France-Italie. Même schéma que pour la quasi-totalité des rivalités qu'on a vues, on a là deux pays voisins qui partagent une histoire commune. On peut penser à l'influence de Napoléon sur le royaume d'Italie, à la création de l'Europe main dans la main dans les années 50. Bien sûr, aujourd'hui, les liens sont forts, mais il y a eu des rivalités, des conflits, à l'image de la bataille des Alpes en 1940, le dernier conflit armé entre les deux pays. Donc France-Italie, en dehors du football, c'est voilà, une grande histoire, un peu à la « je t'aime moi non plus ». Maintenant, le football a créé une vraie rivalité sportive entre les deux nations. Le premier affrontement date de 1910, c'est une rivalité séculaire, il y a eu 39 affrontements dans l'histoire, 10 nuls, 11 victoires françaises et 18 victoires italiennes. Et parmi ces nombreux affrontements, il y en a qui sont rentrés dans la conscience collective. Alors il faut savoir par contre qu'il y a eu seulement 3 affrontements entre 1910 et quasiment les années 80. C'est surtout après les années 80 que cette rivalité va prendre beaucoup d'ampleur. À partir de 1986, il y a ce fameux match France-Italie, 8e de finale de Coupe du Monde, et les Bleus s'imposent 2-0, notamment grâce à ce monsieur, Michel Platini, le Français d'origine italienne. Quelques années plus tard, en France, en 1998, on assiste à un match très tendu en quart de finale. La France a loupé les 2 dernières éditions, tandis que l'Italie est vice-championne du monde en titre. Le match est âprement disputé et se pousse jusqu'aux prolongations. À la 101e minute de jeu, Baggio est à 2 doigts d'ouvrir le score pour l'Italie. Ce match aurait pu basculer sur un détail. Finalement, la décision se fait au tir au but, malgré la tentative ratée de Lizarazu. Albertini puis Di Baggio manquent leur pénalty et permettent à la France de rejoindre le dernier carré. Un premier match intense qui pose la première pierre de la rivalité footballistique. 2 ans plus tard, c'est l'Euro. Et quand on pense à l'Euro, on pense bien sûr à ce fameux France-Italie, à cette fameuse finale de l'Euro 2000, qui se ponctue dans une fin absolument magnifique pour la France, avec l'égalisation de Wiltord à la 90e minute de jeu, puisque l'Italie menait, et puis le but en or de Trezeguet en prolongation. La France remporte l'Euro 2000 face à des Italiens abattus qui s'apprêtaient à fêter leur sacre. Des Italiens qui prendront leur revanche 6 ans plus tard en finale de Coupe du Monde. Les deux équipes se retrouvent. On est à Berlin, la France ouvre le score grâce à ce geste en début de match entré dans l'histoire, la Panenka de Zinedine Zidane. 10 minutes plus tard, Materazzi sur corner égalise, un partout à la fin du temps réglementaire, un partout à la fin des prolongations. Dans le même temps, Zidane est exclu pour son dernier match après un geste devenu célébrissime et marquant, la rivalité France-Italie. Après les échecs de 98 et 2000, l'Italie se venge au pénalty et s'adjuge sa 4e étoile. Ce match est devenu le symbole de cette rivalité, un match qui a provoqué pendant des années en France un très fort sentiment footballistique anti-italien, un peu comme le Portugal après l'Euro 2016. Ce soir-là, il y avait une dramaturgie assez folle. C'était le premier match des deux équipes depuis la fameuse finale de l'Euro 2000. C'était le dernier match de Zinedine Zidane, qui se ponctue avec ce geste incroyable, cette Panenka, et puis ce carton rouge malheureux. C'était aussi le match où il y avait Trezeguet, le seul tireur qui a loupé son tir au but lors de la séance de penalty. C'est celui qui avait marqué le but en or lors de la finale de l'Euro 2000. Et puis il y a eu aussi ce personnage central, Materazzi, qui a provoqué le penalty de Zidane à la 7e minute de jeu sur une faute de Malouda. Materazzi égalise à la 19e sur corner. Il provoque l'exclusion de Zidane et puis il marque son tir au but. Il a été le personnage central avec ses qualités mais surtout avec son vice. Il a été l'homme de cette finale. Bref, c'était un match de légende digne d'une véritable pièce de théâtre avec un scénario littéralement rocambolesque. Un petit dernier mot sur le dernier France-Italie en match officiel, c'était à l'Euro 2008 avec une équipe de France catastrophique, l'équipe de France de Domenech, qui laissait déjà poindre le fiasco de 2010. L'équipe de France s'incline 2-0 contre l'Italie et la France ne voit même pas au-delà des phases de poule. Voilà, France-Italie, c'est vraiment une rivalité absolument mythique, absolument incroyable, pleine de dramaturgie, de moments intenses. Chaque pays a vécu de grands moments, de beaux moments. Les victoires françaises à l'Euro 2000, voilà, quel moment exceptionnel ça a dû être pour ceux qui l'ont vécu. Et puis pour l'Italie, la Notte di Berlino, comme on dit, la nuit de Berlin en 2006 avec ce penalty de Grosso et cette 4e étoile en Coupe du Monde. À l'inverse, les deux équipes ont aussi vécu des moments douloureux et des défaites tragiques pour la France. Combien de Français ont encore cette finale de 2006 en travers de la gorge? Et puis pour les Italiens, l'Euro 2000 reste encore une cicatrice ouverte. Bon les amis, pour la fin de l'épisode 4, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche. Surtout qu'on va sortir beaucoup de contenu dans les prochains jours, un contenu assez divers. On va revenir notamment sur ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine avec les conséquences sportives
qui en découlent. N'hésitez pas à me proposer des rivalités pour l'épisode 5 et puis à répondre à la petite question en commentaire épinglé qui permettra de lancer le débat. Passez une très belle soirée les amis, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao!